Lorsqu'on veut créer cette holding, la première option, ça va être de vendre nos propres parts qu'on détient en direct, de les vendre à notre holding. Il faut vraiment bouger qu'à partir du moment où on en a besoin. Donc à quel moment on en a besoin, s'il faut être plus précis, c'est déjà quand on commence à avoir un excédent de trésorerie, de revenus sur la société principale, quand on commence à se poser des questions de transmission et quand on va avoir envie ou besoin d'avoir plusieurs projets. C'est un accord entre deux sociétés pour formaliser le prêt de trésorerie d'une boîte vers une autre avec un taux d'intérêt. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! Alors, ce qu'on se rend compte à vos côtés, c'est au-delà de regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, c'est souvent le cas quand on est entrepreneur, il y a tout un monde, tout un environnement qui gravite en dehors de l'entreprise, autour de l'entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe des montages juridiques pour construire tout un écosystème vertueux autour de sa société d'exploitation, autour de son entreprise. Et pour optimiser les montages juridiques, ce n'est pas forcément un sujet sur lequel on se penche dans les premières années de sa boîte. Mais il y a un moment donné, on l'a vu dans les précédents épisodes, on commence à peut-être à générer pas mal de bénéfices. On souhaite aussi optimiser ce que l'on gagne tout en restant en France. Et on commence justement à s'intéresser à ces sujets de structuration, de montage juridique. Alors le plus évident, on en a déjà un peu parlé, c'est certainement de parler de la holding. Et peut-être que j'enfonce certainement même une porte ouverte avec vous. Mais voilà, en fait, il y a différents choix qu'on peut faire en fonction de la boîte, en fonction des projets de l'entrepreneur. Et vous, Greg, Jean, vous maniez ces montages-là sur le bout des doigts. Vous connaissez autant les bénéfices que les inconvénients de tel ou tel montage. Donc voilà, ma question, elle est assez large, mais je pense qu'on va pouvoir rentrer dans du spécifique. C'est comment vous pourriez vulgariser ce vaste thème. Peut-être pour vous aider à rentrer dans la conversation, c'est vous imaginez qu'il y a un membre du mastermind, et c'est souvent le cas, qui se pose ce genre de questions, qui a envie d'évoluer, qui a envie de structurer ses entreprises, son groupe, et qu'on lui dit faut absolument que tu ailles voir Greg, faut absolument que tu ailles parler à Jean. Qu'est-ce qui se raconterait dans cette conversation avec vous? Comment vous aborderiez le sujet? C'est vaste, hein, c'est très très vaste. C'est vrai qu'il y a déjà des projets de vie. En fait, ça va dépendre des projets de vie, des visions, des ambitions, de plein de choses. Mais c'est d'abord finalement moi, si quelqu'un vient me voir et me demande Greg, comment je fais, je le laisse parler. Je lui pose des questions, je le laisse parler, explique-moi ton projet, tes ambitions, comment tu te projettes, est-ce que tu as des enfants, ta situation personnelle, tout. Je veux tout savoir. C'est sa vie perso aussi que je veux savoir, parce que tout est lié quand on est entrepreneur en plus, et surtout quand on commence à faire des montages juridiques. Et après, je prends un crayon, une feuille, et c'est parti. Je fais des petits dessins, des petits schémas en fait. Ou un tableau blanc Euh, aussi, hein. Tu le fais bien avec le ouais, tableau blanc. voilà. Moi, j'ai la tablette pas loin, elle est toujours là, quoi. Tu vois, elle est juste là, hein. Donc, c'est parti en fait. T'imagines les choses. Tu commences à organiser, à mettre les structures à gauche, à droite, un truc en haut, un truc en bas. Tu organises les sociétés et tu crées des liens entre les sociétés et tu fais rentrer des actionnaires et tu réfléchis à des taux de détention des sociétés. Mais tout ça en fonction des 30 minutes ou de même de l'heure que tu as passé avec la personne qui t'a expliqué sa situation personnelle. On a besoin vraiment d'avoir un maximum de détails, toutes les infos. Mais derrière, qu'est-ce que c'est agréable en fait de faire du dessin et d'aller imaginer ces schémas. Moi, c'est ce que j'adore faire en fait, hein. Et il faut savoir qu'il y a toujours des solutions. Il y a à tous les niveaux en juridique, il y a toujours des solutions. Alors l'idée, c'est de faire des choses simples parce que c'est ce qui coûte souvent le moins cher à mettre en place et à administrer par la suite. Mais il y a toujours des solutions à votre situation. La personne qui vient me voir, elle vient avec un problème et il y a toujours une solution derrière qui viendra effacer la problématique et faire avancer les projets. Est-ce qu'il y a une solution parfaite où il y a toujours Non, un c'est vraiment. trade-off à faire? Pardon, ouais, c'est surtout du sur-mesure, ouais. C'est surtout du C'est très sur-mesure. évolutif surtout. Et ça évolue, ouais.
Et ça peut évoluer, c'est ça qui est chouette en juridique, c'est que ça évolue, le montage il va évoluer. T'as fait un schéma, Jean? Tu nous montres un Ouais, en schéma, fait, c'est ça? j'ai profité que tu combles parce que je savais pas quoi lui répondre et j'ai pris des notes et j'ai pas mal de trucs à partager. Toujours pareil en mode hack spécifique. Je crois que le premier point, on a pas mal évoqué là, il y a un épisode ou deux, c'est que finalement, tous ces montages-là, il faut vraiment les faire qu'à partir du moment où ça devient utile. Donc, il faut vraiment bouger qu'à partir du moment où on en a besoin. Donc, à quel moment on en a besoin, s'il faut être plus précis, c'est déjà quand on commence à avoir un excédent de trésorerie, aidez-moi, de revenus sur la société principale. Quand on commence à se poser des questions de transmission, ça c'est peut-être même presque à la fin, mais faut le mettre. Et quand on va avoir envie ou besoin d'avoir plusieurs projets qui n'ont rien qui ne devraient pas être dans la même société, tu vois. C'est à partir de ce moment-là que la notion de montage juridique, elle peut intervenir. Un autre élément également, c'est que dès qu'on parle d'association, tu vois, quand tu es associé, ça peut avoir du sens en fait de commencer à faire des montages un peu plus complexes, un peu plus en étage comme ça avec les fameuses holdings, etc. Donc ça c'est le premier truc que je me suis noté. Après dans les autres possibilités, bon, un petit rappel de ce qu'on a dit au précédent épisode sur le rôle de la holding. Donc la holding, c'est une société qui hold en anglais, donc qui détient. Donc c'est une société qu'on met sous la personne physique. C'est moi, Jean Laplace, je détiens ma holding et ma holding va détenir tous mes actifs commerciaux ou patrimoniaux, les SCI, les SCRL, les SAS, etc. Donc elle va être là vraiment pour servir de gestion de mon patrimoine professionnel. En général, on va la créer, donc c'est ce on a vu, ça on l'a expliqué dans le détail dans l'autre épisode, c'est principalement pour limiter l'impôt, éviter que tous ces excédents tombent sur la personne physique, alors qu'on va avoir besoin, le cas extrêmement simple et classique qu'on retrouve très 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 souvent dans l'immobilier, c'est bah, j'ai ma société commerciale qui fait beaucoup d'argent et je veux récupérer une partie de cet argent pour faire un apport dans une SCI pour acheter de l'immobilier. Vraiment, tu vois, c'est le cas super basique. Bah, en fait, si je dois verser du dividende sur la personne physique parce qu'il n'y a pas de holding et que ça me fait un taux marginal d'imposition qui est important parce qu'à côté j'ai déjà un rythme de vie qui est assez chargé, bah, en fait je vais perdre une grosse partie de cet argent pour finalement le réinvestir dans la SCI. C'est extrêmement dommage. En ayant la holding entre les deux, ça passe par la holding, il n'y a pas cette friction de l'IRPP, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et je vais les réinvestir très tranquillement dans ma SCI sans véritable impact. Donc tu vois, vraiment limiter l'impôt, tout ce qui est autour de limiter l'impôt. Ça amène aussi toutes les notions de convention de trésorerie. Donc la convention de trésorerie, c'est ce qui permet justement de ponctionner de l'argent dans une société pour l'envoyer dans l'autre société en passant par la holding. Bon, il y en a un contrat extrêmement légal, voire des rémunérations entre les sociétés. Mais encore une fois, tu peux utiliser ton argent là où il est disponible pour le mettre là où tu en as besoin. C'est quoi une convention de trésorerie? C'est un papier, Ouais, c'est un contrat, c'est quoi? C'est tous les dirigeants de chaque société qui le signent. Donc en fait, toi, à chaque fois, si je dis pas de bêtises, Greg. Ouais, voilà, c'est un accord entre deux sociétés. Il y a la convention de trésorerie c'est un accord entre deux sociétés pour formaliser le prêt de trésorerie d'une boîte vers une autre avec un taux d'intérêt. Voilà. Sachant que le plus souvent, c'est toi, ta boîte et ta boîte. Donc Voilà. tu tu te signes des papiers à toi-même, quoi. C'est ça. Moi, je fais ça super souvent. Je te signe des tous papiers. les Alors là, il faut week-ends. que tu signes 3 fois pour toi et pour toi. Ok. Mais c'est important Euh, de matérialiser malgré tout parce qu'en cas de contrôle ouais, C'est ça. fiscal, il va être demandé, quoi. ouais, faut que Donc, ça soit propre, ouais, bien ouais, il faut sûr. que ce soit bien fait. Ouais, ça, n'importe quel Et le taux spécialiste, d'intérêt, il fera peut-être ça par très facilement, curiosité, quoi. si on signe chacun, enfin si on signe, on est la même personne à signer, Mm. il y a besoin de mettre un taux d'intérêt ou il faut suivre des règles? Oui, il faut un taux d'intérêt. Alors, il y a des règles pour son intérêt. Déjà, il faut que ce soit un peu un taux de marché, quoi. Faut pas, parce que si on met un taux qui est pas cohérent, l'administration fiscale peut se dire, mais attendez, vous videz, alors c'est pas non plus vider, j'abuse, mais vous rajoutez de la charge là où ça vous arrange et vous rajoutez du produit là où ça vous arrange. Voilà, donc il y en a une qui supporte des intérêts, l'autre qui encaisse des intérêts. Donc ça nous permet enfin, faut que ce soit un peu cohérent pour pas que l'administration fiscale dise, attendez, vous essayez d'optimiser fiscalement. Bon, donc il faut que ça corresponde à un prix de marché, il faut que ça soit matérialisé parce qu'ils vont le demander, c'est assez formel. Bon, c'est rien de passionnant, mais il faut le faire, Ouais. malgré tout. Ouais. Après, dans les montages un peu plus, tu vois, en fait, c'est pour ça que la réponse, elle est assez unique en fonction de ta situation, de où tu en es dans le développement. Si tu vas un petit peu plus loin dans ton développement, ce que tu peux chercher à faire une fois que tu passes dans les étages au-dessus dont on a parlé plus tôt et que tu deviens propriétaire de théâtre, là, tu vas rentrer un peu dans le rachat d'entreprise.
tu vois, le rachat. Et ce qui va être intéressant dans les rachats d'entreprise, un phénomène qui est assez connu, c'est l'idée que, tu vois, si par exemple j'achète une boulangerie à 1 million d'euros, qui fait 1 million d'euros, ben, en fait, je vais l'acheter en fonction de son excédent brut d'exploitation, donc globalement ce qu'elle est capable de cracher, hein, si je fais très simple, hein, pour ceux qui connaissent pas. Et on va l'acheter souvent sur un multiple de cet EBE, de cet excédent brut d'exploitation, tu vois. Donc par exemple, prenons 5, tu vois. Et en fait, le simple fait de racheter plusieurs fois exactement la même boulangerie, toutes les unes pas loin des autres, etc., fait qu'en fait, ce multiple-là, il va augmenter. Donc si je les avais achetés à 5, je vais pouvoir les revendre à 7. Juste parce qu'il y a un effet comme ça de groupe qui fait que comme on est sur des tranches de chiffre d'affaires, etc., plus importants, ben, les multiples vont augmenter. Je simplifie exactement la logique, hein, mais c'est pour ça. Et ce qui fait que ben, là, en termes de montage juridique, pour essayer de profiter de tout ça, mais en fait, on va mettre toutes ces boulangeries, on va les mettre dans une holding de holding. Alors, c'est ma personne physique, Jean Laplace, va détenir ma holding personnelle qui protège l'ensemble de mes intérêts professionnels. Et dessous, au lieu de mettre directement la boulangerie, bah, je vais remettre encore une holding, qui est un véhicule spécial d'investissement, enfin, ça a plein de noms différents. Et dessous cette holding, je vais mettre toutes mes boulangeries, tu vois, je vais accumuler mon petit groupe là-dedans. Ce qui fait que le jour où je vais vouloir revendre ça, bah, au lieu de revendre toutes les boulangeries, je vais juste revendre ma holding. Et ça va, tu vois, ça va me revendre l'ensemble. Tu vois. Et ça, quand tu passes aux étages supérieurs, que tu commences à avoir plus de temps, d'argent et que tu es moins à la production, c'est des stratégies de développement qui sont extrêmement connues, extrêmement efficaces, tu vois. Où tu vas chercher à créer des petits groupes comme ça, tu vas profiter à la fois de la capitalisation, parce que bah, en fait, ton crédit est payé par les bénéfices de la société, de l'effet de multiplication, comme on a dit, sur l'effet, sur les multiples de revente. Et idéalement, de la valorisation, c'est que normalement, tu es censé prendre une boîte un peu sous-cotée, y rajouter quelque chose dedans, optimiser un petit peu l'organisation, et de fait, elle va monter. Mais déjà, en prenant la même boîte et en la revendant, juste en ayant fait plusieurs comme ça, tu as déjà rien que l'effet des multiples et de la capitalisation qui fait que tu peux faire quelque chose de sympa. Donc là, au niveau montage juridique, pour revenir sur ta question, bah, on va avoir cette capacité à créer des holdings de holding, tu vois, en fait, vraiment, l'outil juridique, il est là pour. C'est ce qui plaît aux experts comptables. Il est là, en fait, tu t'amuses, tu dessines tes idées, quoi. C'est les outils de tes idées, en fait. Bah, on s'amuse comme on peut, hein, mais c'est vrai que c'est. Ah, tu sais, dans notre métier, c'est pas tous les jours facile. Non, non, on s'amuse vraiment avec le montage juridique. En fait, le montage juridique, ça permet de créer des projets, quoi. Ça permet de faire avancer les projets, de les construire, de les financer. Euh, et, euh, et on aime ça, en fait, hein. On aime ça en tant qu'entrepreneur, de les faire avancer nos projets. Donc, c'est indispensable de pouvoir réfléchir à une bonne organisation juridique. Et à ce titre-là, d'ailleurs, euh, je partage juste un petit quelque chose. Euh, on aurait peut-être tendance, quand on a une holding, à se dire, bah, j'ai envie de mettre toutes mes sociétés détenues par ma holding. Mais parfois, il y a des sociétés, moi, j'ai pas envie de les faire détenir par une holding. Parce que, en fait, on peut les détenir en nom propre. On peut très bien avoir notre holding qui détient certaines de nos boîtes, mais il y a peut-être des boîtes qu'il ne faut pas forcément détenir à travers une holding. Parce qu'il y a de la fiscalité en fait qui est différente quand on revend une de ces boîtes et que c'est la holding qui encaisse ou que ce soit nous à titre perso qui encaissons. Donc suivant les activités, suivant nos projets, suivant notre vision, peut-être qu'il y a des sociétés qu'on va vouloir vendre et peut-être vouloir bénéficier de la fiscalité de la personne physique, C'est une physique, ouais. voilà, de la plus-value de la personne physique, qui peut être intéressante, qui peut présenter des avantages. Peut-être aussi que cette société qui n'est pas détenue par notre holding, un jour on voudrait l'apporter à la holding, et en fait en l'apportant à la holding, ça nous créera une opportunité d'aller avoir une holding avec un capital social plus important, on veut lui apporter au capital social. Mais je trouve que parfois, détenir certaines sociétés en nom propre directement et pas avec la holding directement, donc celles qui n'ont pas besoin de financement en fait, parce que la holding, elle nous sert à financer nos futurs projets. Mais si on lance un projet qui n'a pas besoin de financement, on n'est pas obligé, pour moi, de le faire pour l'instant, détenir directement par la holding. On peut le faire plus tard. Et ça nous laisse plus d'options, en fait, à la fois de bénéficier de la plus-value à la revente sur les personnes physiques qui peut être intéressante, et aussi de pouvoir éventuellement, le jour venu, rattacher ça à la holding et d'avoir un intérêt aussi financier, juridique, qui peut être une opportunité. Moi, j'essaie de trouver des opportunités. Et après, c'est vrai qu'avoir cette holding, quoi qu'il arrive, bah, ça sera un formidable outil de transmission. Donc, bon, on en parlera plus tard. Mais c'est, voilà, je fais juste une petite remarque là-dessus. Moi, je détiens des choses à travers ma holding, mais je détiens des choses qui ne sont pas à travers ma holding. Et ça m'offre la possibilité de faire des arbitrages sur des choses que je veux revendre le jour venu
pour optimiser ma fiscalité. Et en fait, globalement, la notion de montage juridique, c'est juste fait pour ranger tes tiroirs et organiser tes affaires, tu vois, c'est vraiment ça. Et on en parlait aussi également plus tôt, tu vas pas mélanger, enfin, tu vas pas mélanger, en tout cas c'est mon avis, les actifs long terme et les actifs court terme. Bah, ce qu'on a dit là, je reprends ce qu'on a dit précédemment, mais tu vas pas mettre dans ta boîte de marchand de biens, ça serait logique d'y stocker de l'immobilier parce que tu trouves plein de biens. Bah, en fait, idéalement, tu vas le mettre dans une SCI parce que c'est du long terme. Tu mélanges pas les niveaux de risque voilà. Donc ça permet vraiment ça. Toute la notion de montage juridique, elle est juste là pour organiser les idées et les activités, quoi. Et c'est vrai que de l'extérieur, parce que moi j'aime bien regarder justement sur les nappes, les plans de chacun des entrepreneurs qui ont ces structurations, parce qu'en fait, il n'y en a jamais un qui est pareil. Donc ça, c'est le premier renseignement. C'est toujours lié finalement, comme vous le dites, au projet personnel, à l'ambition, etc. C'est passionnant de ranger ça. Vous avez mentionné tous les deux quelque chose, sans forcément l'avoir détaillé. C'est, OK, j'ai ma société d'exploitation, je la détenais à titre personnel, je crée la holding, et il y a la possibilité de faire un apport de titres au capital de la holding. Comment ça se passe, ça? C'est pour Maître Capello, ça. Allez-y, C'est Maître Maître Capello. Capello, C'est moi, Maître Capello. Bon, Maître, alors c'est Maître parti. Greg. En fait, le jour où on veut créer notre holding, il y a plusieurs manières de la créer, cette holding. Il y a deux options, principalement, il y a deux. Voilà, c'est soit. Donc aujourd'hui, on détient une société d'exploitation et on veut donc créer une holding. Et parce qu'on en a besoin, uniquement. Donc lorsqu'on veut créer cette holding, la première option, ça va être de vendre nos propres parts qu'on détient en direct, de les vendre à notre holding. Ça veut dire que notre holding, elle va emprunter, si elle n'a pas les fonds, pour acheter les parts qu'on détenait à titre personnel pour l'instant. Ça, c'est intéressant si à titre personnel, on veut justement récupérer un petit peu de cash, parce qu'en effet, on va vendre les parts. Donc, on va récupérer du cash en contrepartie. Attention, ça crée une plus-value. Parce que bah, la société, on l'a créée peut-être avec un capital social à 1000 euros, donc c'est la valeur de départ. Et aujourd'hui, elle vaut 500 000. Et donc, on a vendu 500 000 euros à notre holding. Du coup, il y a une plus-value qui se dégage, la différence entre les 500 000, le prix de vente, moins les 1000 euros de capital qu'on a mis au départ. Donc, cette plus-value va être soumise à fiscalité. Sauf que quand on réinvestit une partie de cette plus-value au capital d'une autre société, eh bien, on devient exonéré d'impôts sur la plus-value, sur la totalité. Donc ça devient intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a cette option-là, si on a besoin de cash à titre perso, eh bien, de pouvoir en sortir. À ce moment-là, c'est une bonne opportunité pour pouvoir en sortir sans avoir cette fiscalité, à condition qu'on réinvestisse. Alors, je ne sais plus si c'est 50 ou 60%, j'ai un petit doute parce que je sais que ça a évolué. C'est qu'on répartisse, tu 60. vois, c'est 60? Voilà, 60%, qu'on réinvestit 60% de la plus-value. Alors, si ce que je dis est faux, c'est juste que ça a changé entre le moment du podcast et le moment Exactement. je me couvre avec ça. Non, non, mais c'était vraiment le moment d'un tourner, vous savez pas à quel moment on tourne. Donc, Je peux le dire, c'était vrai. je peux balancer quelle journée là. Non, dis rien, laisse-moi me... Donc du coup, là, il y a cette opportunité-là d'aller en effet faire racheter par notre holding qui donc va emprunter. Alors c'est un coût financier quand même cet emprunt. Il faut aussi pouvoir le faire, pouvoir l'assumer. Et puis bah, ça peut nous freiner si on a d'autres projets derrière. Je vous rappelle qu'on crée une holding parce qu'on a un besoin de financement, mais pour un autre projet. Donc ça veut dire qu'on a un deuxième crédit qui arrive. Donc ça peut nous freiner pour nos projets. Mais ça, c'est une première option qui est envisageable et qui peut avoir un intérêt parce qu'on récupère du cash à titre perso si on le réinvestit sans fiscalité. Donc ça, c'est intéressant. C'est un Deuxième nom, option, ça, ou pas, cette option-là? bah, c'est l'option 1. L'option Ok. 1. C'est la célèbre option 1. Non, mais je pose la question parce qu'il y a toujours, moi, je vois toujours des termes un peu techniques, des sigles. Je me dis, tiens, est-ce que là, il y a un sigle qui se glisse dedans? Non, non, ok, option 1. Voilà, ça Ouais, c'est et l'option j'en profite, a priori j'ai peut-être dit une bêtise, donc conseiller un spécialiste, je suis en train de regarder en parallèle, et je suis comme toi là, je sais pas si c'est 50 ou 60. Donc, 1. Ouais, j'ai un doute. En tout cas, faut savoir qu'il faut réinvestir une bonne partie. Quoi. Ça, c'est à retenir. Donc là, la fameuse option 1, maintenant, je pense que vous voulez savoir quelle est la fameuse option 2. Eh bien, la fameuse option 2, qui est dans tous les bouquins, c'est de, en fait, pas vendre cette fois-ci, mais c'est d'apporter au capital de la holding, lorsqu'on va créer la holding, au lieu de lui apporter 1000 euros au capital, on va apporter autre chose. Et autre chose qui a de la valeur. Ça va être autre chose qu'on détient. Et on détient les parts de notre société d'exploitation. Donc, on va lui apporter au capital les parts que l'on détient. Donc là, on va valoriser cette société d'exploitation et on va apporter cette valeur au capital de la holding. Donc la valeur, elle va être validée par un commissaire aux apports qui va confirmer que la valeur n'est pas surestimée.
Et puis on va se retrouver avec une holding qui va détenir notre société d'exploitation. Cette fois-ci, il n'y a pas d'emprunt, on l'apporte juste au capital. Donc on va retrouver un capital qui va être très important. Si on regarde l'exemple qu'on avait juste avant, donc c'est 500 000 euros la valeur, ben on va se retrouver sans avoir apporté le moindre euro au capital, on va se retrouver avec une holding qui aura un capital social de 500 000 euros. Donc ça, c'est super intéressant. Si on a vraiment besoin d'avoir ce financement derrière, parce qu'on crée encore une fois la holding parce qu'on a un besoin de financement derrière, on va aller voir le banquier. J'ai une holding, capital social 500 000 euros. Elle détient une autre société qui vaut elle-même 500 000 euros. Donc en fait, on va venir sur le papier rassurer le banquier qui va être là pour nous accorder le crédit. Donc on va le rassurer, donc on va obtenir plus facilement le crédit et on se donne plus de chances de l'avoir aussi dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est important. Si on a un gros emprunt à faire derrière, c'est une bonne opportunité aussi pour se donner plus de chances d'avoir le financement. Donc ça, c'est les deux options et ça, c'est la fameuse option 2. Je pense que tu allais demander le nom aussi, mais c'est l'option que j'adore. Moi, je fais beaucoup la deuxième. La première peut être particulièrement intéressante, hein, vraiment, si on veut réinvestir au capital d'une autre boîte derrière et qui ne sera pas rattachée à notre holding et que cette future boîte, elle a aussi besoin de financement, bon, bah, sachant qu'il faut 2 ans quand même, il faut réinvestir dans les 2 ans. Mais les deux options sont intéressantes. Et encore une fois, c'est comme toujours, hein, c'est du sur-mesure, donc ça à réfléchir ensemble. Mais il n'y a que des opportunités. Tu vois, moi, mon parcours, c'est option un puis option 2. Et parce que dans chaque cas, ça avait du sens. Option un, quand je ramène la société de marchand de biens au capital de la holding, en fait, je fais un OBO, c'est-à-dire la holding lève de la dette pour pouvoir m'acheter à moi la société de marchand de biens. Donc, je récupère du cash qu'en fait, je réinjecte dans la foulée dans la holding qui elle-même la réinjecte dans la société de marchand de biens. Donc, je vais me générer de la trésorerie à un moment donné où les taux d'emprunt sont, je crois qu'on a eu ça pour 1%, tu vois, donc c'était évident que nous, on allait gagner beaucoup plus d'argent dessus. Donc, ça me permettait de ramener la société de marchand dans la holding parce qu'il y avait besoin de le faire à ce moment-là, et on a utilisé la célèbre option 1. Et dans un second temps, un peu plus tard, je ramène la société de formation dans la holding, et là je le fais en apport en capital, comme tu l'as expliqué, en utilisant l'option 2, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas de logique à faire un OBO à ce moment-là, enfin un rachat de société, quoi. Donc, parfait exemple. Bah, moi, je vais rester sur l'option 2 hein, que j'ai initié l'année dernière sur tes bons conseils, Greg. Ouais, voilà, option 1, option 2. Mais je pense Mais que en fonction, hein. Est-ce qu'on a en besoin de fonction du cash ou est-ce qu'on projet. n'a pas besoin de cash? C'est ça l'idée, quoi. Mm. Ouais, c'est En ça. général, quand on est entrepreneur, on a envie de faire développer nos boîtes. Donc, l'option 2 est souvent plus adaptée. L'option 1, c'est bien aussi, hein, ça, si on a besoin de cash à titre perso, mais l'option 2 est plus ambitieuse en fait. Elle permet de pouvoir accélérer la croissance de nos projets parce qu'on montre une situation, une structure juridique solide. Et, euh, et ça rassure ceux qui vont nous aider à financer. Voilà. Donc, maintenant qu'on a mis en place cette option 2, il faut aller exploiter ce qu'on a mis en place. Il faut aller exploiter ce potentiel, aller rassurer les banquiers, obtenir les financements et continuer à développer des projets, quoi. Ouais, exactement. Donc là, on a vu pas mal de trucs. On a glissé le mot transmission, mais ça, on se le garde pour un prochain épisode, parce que je pense que c'est aussi un vrai sujet. On est pas mal resté sur la société d'exploitation, la holding. On a parlé un petit peu de SCI aussi. Est-ce que vous voyez d'autres configurations où ça peut être intéressant dans cette pieuvre tentaculaire d'ajouter différents niveaux à la structure? On a parlé de sous-holding aussi, c'est intéressant pour héberger différentes branches d'activité. Mais parfois, il n'y a pas besoin de faire des trucs si compliqués. Moi, j'ai Antoine, un entrepreneur que j'accompagne, qui bosse seul, qui n'a pas de salarié, qui n'a pas de risque dans sa société d'exploitation et qui voulait quitter son studio. Et je lui ai dit, bah, Antoine, tu as du potentiel. Et finalement, il a acheté une maison en plein cœur de Paris en empruntant 4 millions d'euros. Alors que sa boîte faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça en 3 ans, au bout de 3 ans de création de sa boîte. Eh bien, on n'a pas créé de holding, c'est sa société d'exploitation qui a du cash et qui a apporté voilà, 1000 euros au capital pour créer une société en dessous, qui est d'ailleurs pas une SCI, une SAS. On a fait une SAS et cette SAS a acheté le bien immobilier. Donc, elle s'est fait prêter l'argent de sa société d'exploitation, elle s'est fait prêter de l'argent pour faire un apport. Et puis, cette société en dessous a donc finalement acheté le bien immobilier directement. Donc on n'a pas créé de holding, mais on a utilisé un peu sa société d'exploitation qui ne présente pas de risque, qui touche des revenus récurrents parce qu'ils vendent des produits financiers, mais il n'y a pas de risque, pas de salariés. En fait, cette société d'exploitation joue finalement un peu le rôle d'une holding.
elle peut demain être utilisée finalement pour détenir d'autres participations ailleurs. Et il n'y a pas besoin d'aller créer cette holding supplémentaire. Donc on essaie toujours de simplifier les choses au maximum. Ça fait moins de frais pour les entrepreneurs et c'est ça déjà d'économie de fait pour ensuite mieux le réinvestir dans les projets. Donc autant le faire. On est d'accord que ce schéma-là fonctionne par rapport à tout ce qu'on a pu partager dans les précédents épisodes, parce que sa société d'exploitation, Antoine, a un risque minimum, pas de salariés, de la récurrence, sinon on déconseillerait. Exactement, sinon je déconseille. C'est le seule personne avec qui j'ai fait ça. Au début, j'étais pas trop chaud parce qu'on sait jamais ce que peut donner sa société d'exploitation, hein. Aujourd'hui, elle a que 3 ans et demi, 4 ans d'existence. Donc elle est comme ça. Mais demain, est-ce qu'il va pas avoir besoin de recruter, tout ça? Bah peut-être. Et voilà, bon, il a insisté pour faire quelque chose comme ça. Donc il connaît les avantages et inconvénients. Maintenant, si demain il doit recruter, si demain il doit y avoir des risques qui naissent dans ses activités, eh bien il faudra essayer d'adapter le montage juridique pour réduire ces risques. Et Ouais, là, pas tu qu'il peux le parte sa voir sous maison, deux quoi. angles, hein. Tu peux le voir sous l'angle de aujourd'hui, il n'y a pas de risque, donc pourquoi pas. Et aussi, tu peux avoir l'autre angle qui est de dire, oui, mais en fait, aujourd'hui, j'ai que ce choix-là. Donc il vaut mieux lever 4 millions d'eux que tu risques peut-être perdre dans 5 ans. Mais en fait, si tu l'avais pas fait, de toute façon, tu pouvais pas le faire autrement. Tu vois, c'est sûr que si tu as le choix entre avoir la SCI sous une holding ou avoir la SCI sous la SAS, probablement que tu vas effectivement écarter le risque, enfin, tu vas isoler le risque et le mettre sous la SCI. Mais si finalement ils ne pouvaient pas lever par le biais d'une holding, par exemple, hein, je ne prends pas le cas, je ne connais pas Antoine, donc bah, en fait, autant les prendre les 4 millions d'euros, tu vois, il n'y a pas de Mm. sujet, quoi. Mm. Quoi qu'il Tu arrive, il connais a fait le Antoine? projet. Non, je connais pas Antoine. Non, Non, je connais pas. non, non. On ne connaît pas Antoine. Le fameux C'est- Antoine. Après, il y a d'autres choses dont on peut parler, mais qui ne sont pas directement liées dans les montages juridiques, qui sont peut-être juste à côté, c'est tout ce qui est lié à l'association, qui peut être Mhm. intéressant. Moi, il y a un conseil très simple et très basique, mais qui est probablement jamais respecté dans l'association. C'est à chaque fois qu'on part en association, pour moi, il y a deux choses extrêmement importantes à faire. Enfin, une principalement, mais moi j'aime bien mettre la deuxième. C'est bien sûr, vous avez créé votre société. Dans les sociétés, il y a des statuts qui déterminent pas mal de choses. Mais ce qui va être absolument fondamental, c'est d'avoir à côté un pacte d'associés. Donc, le pacte d'associés, il est entre, si je m'associe avec Romain, ben, on va avoir notre boîte en commun. Et on va avoir ce contrat entre nous qui détermine en fait toutes les possibilités et l'évolution de la vie des associés. Et fondamentalement, quand on l'écrit non pas pour prévoir quand ça fonctionne, mais vraiment pour prévoir quand on va divorcer. Et plus ça a été fait de manière prémonitoire, plus on l'a fait avec cette idée de il va falloir qu'on se sépare un jour et le jour où on va se séparer, on ne sera pas d'accord. Plus on met tout ça sur le papier dans le contrat dès aujourd'hui, plus la vie de la société sera simple et éventuellement le divorce nécessaire sera facile. Donc ça c'est le premier point, extrêmement, là je pense, on peut en parler pendant des heures vu tout ce qu'on peut mettre de conditions à l'intérieur. Et le deuxième, moi j'aime bien rajouter un pacte d'associé moral. C'est un truc qu'on met sur un petit bout de papier qui évite aussi les frustrations et dans lequel je vais exprimer en fait quel est le rôle de chacun, comment on entrevoit le rôle de chacun dans la société aujourd'hui et demain, si ça fonctionne et si ça fonctionne pas, parce qu'il y a surtout une évolution par rapport à ça. Comment on voit le champ des rémunérations. Donc les rémunérations aujourd'hui, rémunérations demain. Je sais pas combien de fois j'ai vu des entrepreneurs qui étaient à 50-50 et qui disent oh ben on se paiera quand ça marchera avec des dividendes. Et tu te rends compte que 2 ans, 3 ans après, il y en a un qui fait 75% du taf et l'autre qui fait 25%, parce que c'était l'organisation naturelle de la société. Mais par contre, on n'a rien touché au niveau des rémunérations, tout ça, tu vois. Donc vraiment parler de tout ça. Donc quel est le rôle de chacun? Quelle va être la rémunération de chacun en fonction des évolutions possibles à la hausse ou à la baisse, tu vois? Et combien de temps chacun va y passer, tu vois? Bon, il y a plein de sociétés où je vais être en second couteau, en troisième couteau, enfin, tu vois, ça va pas du tout être mon focus. Pourtant, j'ai un rôle qui est extrêmement important dedans. Alors que bah, sur d'autres, bah, tu vas être partie prenante et tu vas faire tout le taf, tu vois. Donc, c'est du montage juridique, c'est pas la structure juridique, mais c'est les petits papiers qui font que le projet fonctionne dans sa globalité, quoi. Non, mais c'est super important, tu as raison de le rappeler. Et même en cas d'association, ce qui peut être fait aussi, c'est que, ok, on crée la boîte au départ, on est un peu sur la même longueur d'onde, tout ça, c'est bien en termes de rémunération. Mais au final, la situation des uns et des autres peut évoluer. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut avoir des enfants, une famille, tout ça, et l'autre qui peut être célibataire. Et finalement, si on est à 50-50, chacun va vouloir la même montant de rémunération que l'autre, ce qui est prévu dès le départ. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que chacun puisse avoir sa propre société, ou finalement sa holding qui détient les parts de leur projet commun. Et en fait, c'est des systèmes de facturation par leur propre société ou par leur holding
pour que chacun remonte sa quote-part de fruits du travail, sa quote-part d'enveloppe de rémunération, et chacun va gérer après sa fiscalité ou sa rémunération dans sa propre société. Parce que voilà, s'ils sont à 50-50, je sais pas, chacun remonte 10 000 dans sa holding de facturation qui est faite par les holdings ou par leur société à la société commune d'exploitation. Et après, chacun fait ce qu'il veut avec ses 10 000. Il se verse un salaire, des dividendes, le montant de salaire qu'il veut, il réinvestit ce qu'il veut, ou alors voilà, chacun peut choisir. Et ça permet aussi de pérenniser l'association, d'avoir cette liberté et que chacun finalement puisse avoir dans sa propre société sur sa rémunération. Ça permet de conserver un équilibre parce que bah, les associés vont aussi avoir des besoins différents, des styles de vie différents, et ça vient enrichir ce que tu proposes, Jean, complètement. Ouais. À chaque fois, lui, il a la théorie, moi j'ai la pratique, tu sais. En fait, c'est totalement vrai. Et tu vois, moi j'ai le cas avec mon associé, par exemple, sur les véhicules. Quand on a démarré la société, en fait, les véhicules, ils étaient dans la société de marchand de biens. Ça se passe extrêmement bien. J'ai la chance d'avoir un super associé qui me supporte, moi. Donc les véhicules étaient dans la société. Puis au bout d'un moment, en fait, bah, lui, il a voulu un hélicoptère et moi une Twingo ou l'inverse, tu vois. Et donc en fait, on est passé sur de la rémunération de mandat social pour que chacun puisse effectivement faire ce qu'il voulait au niveau des véhicules plus haut dans les structures juridiques. C'est intéressant, ouais. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez la boîte en perso, vous aviez déjà la coquille Ouais, alors nous, chacun on a eu votre toutes vie les pour évolutions, monter la c'est ce qu'on boîte. a dit. D'abord, on a eu la boîte en perso, Ah oui, ok? d'accord, oui. Et on avait les véhicules dans la boîte. Après, on a passé la boîte sur les holdings, et on avait les véhicules dans la boîte. Et ensuite, on avait la boîte dans les holdings, ouais, la société qui était détenue par les holdings. Et là, on a dit, écoute, on va plus mettre les véhicules dedans, on va les mettre au-dessus, on va mettre un mandat social qui correspond à ce qu'on a envie au choix qu'on a envie de faire, quoi. Mais ça permettait que chacun paye ses trucs comme il avait envie. Et c'est le moment où on a commencé à plus avoir forcément les mêmes véhicules parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes utilisations, tu vois. Comme ça, on garde la main en fait sur nos propres choix, on subit plus les choses, on subit plus la fiscalité parce que il faut toujours un équilibre constant entre associés, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors si Greg a la théorie, Jean, t'as la pratique, moi j'ai la confirmation, puisque là, j'ai ouvert une boîte en décembre, on est 3 associés, et by the book, voilà. Pacte d'associés comme Jean, c'est les holdings qui, qui détiennent, donc nickel. Ouais, top. Bah écoutez, c'est parfait. Alors, petit teasing, parce que là, à l'heure, non pas où on enregistre l'épisode, mais où sort cet épisode, on sera dans le somptueux Jiva Hill Resort à Genève, en compagnie avec le Mastermind 78, et puis en compagnie de Sissi Mua et de son associé Tini, hein, qui vont être les invités de la rencontre. Et moi, j'aimerais profiter de cette occasion pour vous demander, vous qui ne ratez aucun de nos rendez-vous Mastermind Squared, c'est qu'est-ce que vous venez chercher dans un mastermind tel que le 78, qu'est-ce que ça vous apporte? Vas-y, Greg, moi je J'y connais vais. la réponse par cœur, hein. Ouais, bah, moi là-bas, je suis venu pour les copains. Je suis venu pour l'ambiance, pour voir mon pote Jean, tous mes potes qui sont dans le mastermind. Il y a une vraie équipe et on s'entend bien. Je suis venu vraiment pour cette ambiance chaleureuse. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est pas que des copains, ils ont aussi des têtes bien faites. Et on veut en profiter. Et donc, c'est des échanges d'idées, des échanges d'expériences. C'est de la richesse inestimable en fait. On s'en rend pas compte de ce qui peut être apporté par les uns et les autres. Il y a de la fraîcheur aussi qui est apportée par toujours des nouvelles personnes qui lancent une nouvelle chose, qui testent des nouvelles choses, qui ont aussi cette curiosité de leur côté. Donc c'est des partages qui sont hyper, hyper enrichissants. Et tout ça, avec les copains, c'est vraiment des bons moments, quoi. Franchement, hein. Attends, je prends note J'en de prends des tous les notes. apports que j'ai d'attendre du mastermind pour être sûr de ne Ouais, pas oublier. Ça, c'est le moment où je prends des notes dans le podcast. Euh, Moi, j'ai noté quoi? J'ai noté le premier truc, je pense, c'est casser l'isolement. Tu vois, moi, j'ai une vie on va sûrement en reparler après, mais j'ai une vie de petit papa simple et rangé dans la banlieue bordelaise, dont je suis extrêmement content. Et donc en fait, ça me permet de renouer avec des gens un peu partout dans le monde, en tout cas en Europe, en France. Donc vraiment casser l'isolement d'entrepreneur et être au contact de gens comme moi, en tout cas avec les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, donc ça, c'est le premier point. Le premier point. Le deuxième, qui est probablement le meilleur apport, le plus gros apport que tu as dans tous les bons masterminds, c'est de découvrir les angles morts. C'est-à-dire que dans un mastermind, je le dis sur ce que moi j'organise, t'as souvent trois piliers. Le premier, c'est d'avoir des réponses à tes questions. Donc ça, c'est déjà pas mal, c'est déjà très très fort. Mais le plus gros apport que tu as, c'est l'apport du cerveau collectif de la communauté, c'est d'avoir des nouvelles questions que tu n'avais pas vu venir.
C'est vraiment d'aller chercher les angles morts et c'est ça en fait qui fait évoluer ton paradigme. C'est ça qui te fait passer au step suivant. Moi, c'est vraiment ça qui m'a rendu meilleur, qui m'a permis de faire ouais, des bons énormes dans ma progression personnelle par l'outil de l'entrepreneuriat, mais pas que, quoi. On sait à quel point le mindset est important. Et ensuite, comme c'est pas moi qui l'organise, bah, ça me permet de découvrir de nouvelles personnes. Parce que, bah, en fait, en vrai, tu m'imposes des personnes. Tu vois, il y a des gens qui viennent et je serais jamais allé les voir. Et ça amène une diversité de rencontres. Bon, pas toutes merveilleuses, mais. Non, je fais pas la vanne, Greg. Mais il y en a comme Greg, Je fais pas ça la se vanne. passe bien. Non, mais voilà, ça amène ça, d'avoir cette diversité. Ensuite, c'est assez basique, mais c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je parle souvent des masterminds comme d'une hygiène de vie. C'est qu'en fait, ça permet de prendre du recul. T'as 2 jours, 3 jours où tu vas être coincé dans un pauvre resort à Genève. Ça va être, ça va être galère comme tout, on va mal manger. Voilà, donc, et en fait, pendant ces 2 jours-là, même si en chef d'entreprise, tu t'efforces de le faire en permanence, là, tu es vraiment coupé de ton environnement. Tu es coupé de ton environnement, tu prends du recul, tu te retrouves avec des références de ton domaine qui fait que ça cale tes propres références. Donc ça, c'est extrêmement important. Et en conclusion, et ça, je connais le speech par cœur parce qu'on l'a déjà évoqué 10 000 fois ensemble. Moi, ce que je viens parce que je suis au contact de ce que j'appelle les remarquables. Je suis au contact de ces gens-là qui, dans ma perspective, mais encore une fois, on parlait des artistes plutôt dans les autres épisodes, et tu vois, il y aura sûrement le même parallèle dans d'autres domaines d'activité, mais au niveau de l'entrepreneuriat, ça me permet d'être au contact de ces gens qui sont différents, qui sont remarquables. Voilà, j'aime beaucoup cette notion-là. Et au final, c'est une récompense, hein. Moi, je le prends aussi comme une récompense de pouvoir profiter de ces moments-là. Euh, c'est un cadeau que je m'offre en fait aussi, hein. Donc ça fait du bien, on se fait du bien et on mérite de se faire ce cadeau-là pour nous personnellement déjà, hein, et puis pour nos propres business. Et puis tu vois, après ça c'est beaucoup plus personnel, donc là l'auditeur se retrouvera pas forcément, mais moi j'aime beaucoup pouvoir, tu vois, impacter, mentorer, challenger, c'est ce que tu disais, tu vois. Et l'idée d'avoir la capacité d'avoir une influence sur des gens qui ont autant d'impact dans notre monde, bah je trouve ça extrêmement privilégié, tu vois, d'être capable de pouvoir influencer ces gens-là. Mm, mm. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément partagé, mais c'est que vous, chacun d'entre vous, vous apportez énormément. Et là, on est en train de le faire à travers le podcast, donc je pense qu'on peut vite s'imaginer l'impact d'être à votre côté. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de valeur, effectivement, autant d'apprendre des autres que de ce qu'on peut Ouais, puis partager. c'est des moments qui sont très intimistes en fait. Contre là, le podcast, on parle de montage juridique, de machin, on est obligé de parler au plus grand nombre et c'est normal. Éventuellement, on peut être amené à se livrer nous, mais on n'ira jamais autant chercher dans l'individualité comme on peut le faire en mastermind. Le nombre de fois où tu te retrouves 2 heures en tête à tête avec un des copains parce que tu as besoin d'avancer sur un sujet, tu as besoin de te livrer et de passer un gap, euh, il n'y a que là que tu peux il y a que là que tu peux le faire, il y a que là que tu peux le faire comme ça, dans cette fameuse bulle de confiance que Romain nous sort à chaque fois, qui fait partie des règles de base. Oula, ça se taquine, ça Ça se fait partie taquine. des règles de Oui, base, on le oui, bien ressort à sûr. chaque fois. Ouais. Ouais, bulle de confiance, et c'est vrai qu'il y a un truc que tu as partagé, c'était quand c'était vu en février dernier, Jean, c'est que effectivement plus on se connaît, plus en fait on est à l'aise de se dire les choses, plus on n'a pas besoin de faire l'historique de d'où est-ce que tu viens, et on va straight to the point. Et ça, c'est rare. Plus on avance au sommet, moins il y a d'oxygène, mais moins il y a aussi de gens avec qui on peut avoir ce genre de discussions. Et moi, je me sens aussi très privilégié de pouvoir les avoir avec vous, les gars. Et ben merci pour cette conclusion d'épisode. On en a encore deux dans le pipe. Et ce que je vous propose, c'est. Vous le voyez pas, mais Jean vient J'ai coupé d'éternuer. le micro, j'ai coupé pour sauver l'enregistrement, pour pas qu'il y en ait un qui se foute en l'air sur la route en ayant peur. Je sauve des vies, moi, je vous le dis. Ah, je t'ai tué. Ça marche, merci, non, c'est parfait. Merci les gars, et je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode. À tout de suite. Merci à Merci. tous. À tout de suite, merci.